Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier 25 octobre 2020 la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Ici au Niger, la célébration de cette journée était couplée au lancement des journées locales de vaccination contre cette maladie. Compte rendu, Haïssa Damou, Abdelmoumouni, Abdraman. La région africaine de l'OMS a été officiellement déclarée libre de toute circulation du poliovirus sauvage. Cependant, force est de constater que la maladie existe encore en Afrique, notamment avec la résurgence des cas d'autres types de poliomyélite dans certains pays de la région. C'est donc pour faire face à cette maladie au Niger que la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite a été couplée à des journées locales de vaccination préventive. Les partenaires des autorités sanitaires ont cette fois encore répondu présents dans le cadre de cette campagne. Depuis 1988, des progrès notables ont été réalisés dans le monde en vue d'éradiquer la poliomyélite à travers l'initiative mondiale d'éradication de la polio. Aujourd'hui, 2 pays dans le monde demeurent encore endémiques de cette maladie, à savoir le Pakistan et l'Afghanistan. Le 25 août dernier, vous l'avez suivi tout à l'heure avec le président de la commission Polio Plus, la Commission régionale d'éradication de la poliomyélite en Afrique a certifié officiellement la région africaine libre de toute circulation de poliovirus sauvage. Sur les 3 souches de virus sauvages, 2 ont été éradiquées et une seule persiste encore, le type 1, dans certains pays que j'ai cités plus haut, les 2, le Pakistan et l'Afghanistan. Des zones où l'insécurité grandissante retarde considérablement les activités de vaccination. En dépit de ces résultats encourageants, certaines régions du monde, notamment notre région africaine depuis 2017, connaît une résurgence des cas de poliovirus dérivés dans plusieurs pays, dont le Niger. Le Niger, bien qu'ayant été déclaré libre de poliovirus sauvage depuis juillet 2016, fait face à une épidémie de poliovirus dérivé, avec 7 cas enregistrés depuis le mois d'avril 2020 dans les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri et Tawa. Les résultats du séquençage indiquent que ces cas sont génétiquement liés à des flambées des pays voisins, entre autres Nigeria, Togo et Côte d'Ivoire. Prenant la parole au nom du ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a réaffirmé l'engagement des autorités à éradiquer cette maladie dans notre pays, d'où l'intérêt de cette campagne de vaccination. Notre pays, le Niger, a été certifié indemne de la polio, virus sauvage, depuis 2016, après de multiples efforts de financement de l'État et de nos partenaires, de plaidoyer, de mobilisation sociale, de vaccination des enfants dans tous les villages, tous les hameaux et sites spéciaux, comme les marchés, les gares, le long des frontières, les puits pastoraux, les camps de réfugiés par une stratégie de porte à porte. Aussi, pour maintenir cet important acquis de certification et être sûr de ne pas passer devant les cas, nous devons continuer de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans qui sont les couches les plus vulnérables lors de vaccinations de routine, des campagnes de vaccination de supplémentation et renforcer la surveillance des cas de paralysie thoracique aiguë. C'est pourquoi j'en appelle au renforcement des efforts et à la vigilance accrue eu égard à la situation épidémiologique de cette maladie. Ainsi, cette campagne concernera tous les enfants âgés de 0 à 5 ans de 4 régions du pays.
Il s'agira donc à travers cette riposte vaccinale de prévenir au maximum la résurgence de nouveaux cas de poliovirus sauvage dans notre pays. Car, comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présidé ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey l'ouverture d'un atelier de clôture du programme d'appui à la gestion durable d'aires protégées sahélo-saharienne Niger-Tchad. Je vous propose un extrait de son intervention. Les écosystèmes de nos deux pays se dégradent de plus en plus du fait des aléas climatiques et des modes inappropriés d'utilisation des ressources naturelles et du milieu. C'est donc à juste titre que la protection de l'environnement, la conservation des patrimoines naturels et culturels et la promotion de la gestion durable des ressources naturelles qui, comme vous le savez, concourent à lutter contre la pauvreté, ont toujours retenu l'attention des plus hautes autorités de nos États, au premier rang desquels Son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, et Son Excellence, le maréchal du Tchad, président Idriss Déby Itno. L'engagement des autorités à tous les niveaux de promouvoir l'implication et la responsabilisation des acteurs à la base de la gestion des ressources naturelles a toujours été réaffirmé dans nos différentes stratégies de développement au Niger comme au Tchad. Le programme d'appui à la gestion durable des aires protégées sahélo-sahariennes Tchad et Niger, placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, la salubrité urbaine et le développement durable au Niger, est exécuté par l'ONG internationale Noé sous le financement de l'Union européenne tire à sa fin. Le programme vise comme objectif la sauvegarde de la faune sahélo-saharienne, la gestion durable d'aires protégées au Niger et au Tchad, en mettant en place un cadre inclusif avec l'ensemble des acteurs présents dans ces aires protégées, et plus précisément la réserve naturelle nationale de Termites et Tintouma au Niger, la réserve de faune de Oua de Rimi, Oua de Hachim, ainsi que les régions du Mangoua et de Egeni au Tchad, qui forment un ensemble biogéographique cohérent. Ce projet représente donc une véritable opportunité d'œuvrer pour la conservation de la biodiversité sahélo-saharienne, tout en prenant en compte des préoccupations de développement des communautés de pasteurs évoluant dans ces zones, avec notamment une véritable appropriation par ces dernières de leur patrimoine naturel. Mesdames et messieurs, après la création de la RNNTT, le 6 mars 2012 par le gouvernement de la 7e République du Niger, le 5 novembre 2018, le Niger a signé un accord de partenariat avec l'ONG Noé de droit français pour une gestion déléguée de la RNNTT. Ainsi donc, c'est un autre grand pas qui vient d'être franchi grâce à l'engagement du ministère de tutelle et avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et l'AFD, pour sauver la dernière population d'Adax viable à l'état naturel au monde et le reste de la faune relique du Sahara. Autre aspect de cette édition, le comité exécutif des étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG s'est réuni ce matin en séance extraordinaire en vue d'étudier la situation socio-académique à laquelle les élèves techniciens supérieurs et ingénieurs de l'EMIG font face. Ils ont rendu publique une déclaration de presse dont je vous propose la teneur. La rentrée académique qui était prévue pour le 7 septembre 2020 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a été reportée par le directeur général de l'EMIG à la date du 21 septembre 2020. Malheureusement, avant la dite date, l'EMIG a été victime d'une inondation. Cette dernière a occasionné d'importants dégâts et a amplifié les retards académiques déjà légendaires à l'EMIG. Face à ces calvaires, le comité exécutif de l'EMIG, conformément au texte de l'ESN, a d'abord pris attache avec sa section de tutelle qui est l'EPTN, afin d'accompagner le comité exécutif
à travers ses partenaires à faire face aux multiples dégâts causés par les inondations. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le comité exécutif de l'EMIG, soucieux de la situation socio-académique, a rencontré à plusieurs reprises l'administration de l'EMIG et le directeur technique d'Imesserie afin de trouver des solutions pérennes aux différents problèmes qui minent l'EMIG. C'est au cours d'une des réunions que nous avons pris connaissance d'un dossier relatant tous les matériels nécessaires pour la réhabilitation de la cité, de l'infirmerie, du réfectoire et de la salle télé qui a été fait à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, entrant dans le cadre de riposte contre les dégâts causés par les inondations. Le dossier fait état d'un montant de plus de 340 millions de francs CFA pour la réhabilitation complète de toutes les parties inondées et l'achat des matériels nécessaires et indispensables pour la reprise des activités académiques. Malencontreusement, le Messerie, dans son esprit d'insouciance face à l'avenir de l'EMIG, a décidé de la mettre à terre en lui octroyant une somme insignifiante de 26 millions de francs CFA pour faire face aux dégâts. Et le pire est le fait que l'EMIG n'a jusque-là pas perçu la dite somme, censée lui permettre d'équiper le doctorat et le réfectoire, ce qui fait traîner la rentrée académique. Il nous incombe de rappeler ce problème bien avant connu, qui sont entre autres le non-paiement des enseignants vacataires depuis 3 ans. Il faut le rappeler, le non-paiement de totalité des droits statutaires des enseignants permanents de l'EMIG, le blocage répétitif de soutenance, les retards académiques kilométriques, le manque de médicaments suffisants au niveau de l'infirmerie, la dégradation avancée des infrastructures, à savoir le dortoir, la cuisine, le réfectoire, et l'insuffisance de ventilateurs et de matelas. Le problème récurrent qui est lié au restaurant à la qualité des plats, le manque d'éclairage public, l'EMIG qui est une école d'ingénieurs aujourd'hui ressemble à une brousse la nuit. Nous, le comité exécutif de l'EMIG, exigeons au gouvernement de la 7e République le décaissement urgent de la somme dans le plus bref délai afin qu'on puisse, acheter des matériels nécessaires qui vont nous permettre d'effectuer la rentrée académique 2020-2021. Le paiement sans condition des enseignants vacataires, la résolution des problèmes du restaurant, la dotation en matériel d'éclairage public. Au regard de tout ce qui précède, le nom des élèves de l'EMIG rend les autorités responsables de tout ce qui a devenu si rien ne fait dans le plus bref délai. Notre société fait de plus en plus face à la propagation des fake news. Une stratégie pour d'autres d'induire les consommateurs en erreur. Notre reporter Alou Mamansani s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Depuis plusieurs années, avec la prolifération des réseaux sociaux, certains activistes se retranchent dans certaines cellules dormantes pour passer à la fabrication de fausses informations, communément appelées fake news. Une stratégie de communication en ligne pour ces derniers pour des questions politiques, économiques et financières afin d'atteindre les objectifs recherchés. Pourtant, ces informations relayées n'ont pas été vérifiées et authentifiées à la source et sont aussi partagées aux grands consommateurs en quête de nouvelles informations ou scoop. C'est vraiment dangereux pour la société, ces informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vérifiables. Elles induisent les gens en erreur. Avant de partager une information, on doit s'assurer de la provenance de l'information. On doit s'assurer de la source. Si la source est fiable, on peut toutefois penser à la publication de l'information. Et aujourd'hui, avec les WhatsApp, les réseaux sociaux, Facebook et autres, quelqu'un divulgue une information, qu'elle soit vraie ou fausse, parce que là, on est comme on appelle ça, à l'aube d'une échéance électorale prochaine qui va nous élire notre prochain président. Et si nous continuons à divulguer des informations, de fausses informations et autres, ça va nous porter préjudice tôt ou tard. Pour l'acteur de la société civile Inoussa Sauna, force reste à la loi, car les auteurs de ces fake news tentent tout simplement à nuire à la cohésion sociale. Stratégiquement, on les voyait dans certains pays, ce sont des grandes entreprises qui la conçoivent, qui la propagent pour atteindre des objectifs géostratégiques. Mais chez nous, ça ressemble juste à de la calomnie, à la manipulation, pour soit attaquer à l'honorabilité de certaines personnes, faire des règlements de compte, ou bien même essayer d'attenter à la cohésion sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité nous a dotés de ces outils d'information qu'on aurait dû utiliser à bon escient, mais malheureusement, il y a des individus qui en abusent et qui profitent pour aussi faire du tort à la société. Le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, appelle la jeunesse à la retenue quant à la publication de certaines informations, surtout à l'approche de ces élections générales. Les réseaux sociaux sont devenus le quotidien de la jeunesse.
le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner. Puisque le jeune, quand il se réveille, avant même de se brosser, il prend son téléphone pour regarder les informations. Et malheureusement, d'autres prennent du plaisir à véhiculer des fausses informations ou de partager des fausses informations. Parce que lorsque vous recevez information, il est important de prendre le temps pour vérifier un peu sa source et la véracité de l'information avant d'être auteur de partage multiples dans les différents groupes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que la jeunesse nigérienne, dans son ensemble, doit comprendre. C'est que depuis 2 ans, il y a plusieurs lois qui ont été adoptées dans notre pays, notamment la dernière en date, c'est sur la protection des données à caractère personnel. Donc ces lois ne sont pas censées être ignorées. Il faut que la jeunesse se les approprie et les respecte, parce qu'une fausse information diffusée peut vous créer tous les soucis du monde que vous ne pouvez imaginer. Ce phénomène de fake news est une stratégie pour se faire entendre malgré les risques que cela peut engendrer dans la société. Le directeur de publication du Niger Inter demande aux professionnels des médias de penser à la vérification des faits ou fact-checking avant toute publication. Il faut donc tout simplement dire, en termes de précaution, il faut faire attention. Il ne faut pas partager n'importe quoi. Avant de partager, il faut avoir le minimum donc, de bon sens pour au moins s'informer avec les gens qui sont censés en tout cas avoir l'information, les journalistes, la police, je veux dire en tout cas, ou bien les sources directes. Quand on attribue une information à une autorité, à un ministère, à une direction, et la moindre des choses, quand vous n'êtes pas sûr, c'est soit par vous-même donc contacter la source directement, ou bien passer par d'autres intermédiaires, en tout cas les gens qui ont accès à la source. Donc il faut tout simplement, c'est aux consommateurs, c'est en tout cas à l'auditeur, à ceux qui, les utilisateurs en tout cas des réseaux sociaux, de savoir vraiment faire attention, donc pour vraiment éviter la manipulation. Parce que dans tous les cas, c'est une compétition. On peut donc vendre l'image de son leader, de son parti, sans vraiment chercher à remettre en cause les valeurs vraiment de vivre ensemble. Les utilisateurs des réseaux sociaux devraient vérifier à la source, car les pratiques du journalisme citoyen font l'objet ces derniers temps à la propagation des fake news. Malgré l'adoption et la promulgation de la loi sur la cybercriminalité au Niger. Cependant, les organisations socio-professionnelles auraient de lourdes responsabilités d'apporter leur pierre à l'édifice quant à la sensibilisation de ces derniers sur les réseaux sociaux, surtout en cette ère de mondialisation. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.